Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Mais en fait, c'est pas totalement vrai ce que je viens de dire, parce que pendant cette émission On parle auto, on parle de l'info auto toute l'heure, donc restez en notre compagnie avec, même si c'est le week-end pour les journées du patrimoine, on ne va pas le visiter, c'est lui qui est toujours avec nous. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal, il fait encore beau, donc ça va, on va en profiter. Il paraît que vous êtes allé à Cannes faire des essais voitures cette semaine. Ouais, il faisait un temps pourri, j'aurais mieux fait de rester ici. On en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, tiens, je vais en parler dès maintenant, on aura la directrice générale de Peugeot avec nous, Linda Jackson, donc si vous avez des questions relatives à Peugeot, alors évidemment dans tous les domaines, vous n'hésitez pas, on vous prendra la semaine prochaine et c'est la patronne elle-même qui vous répondra. Voilà, 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour interagir avec la grande big boss de Peugeot, et puis surtout et également vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook, nous mettre un petit message sur l'émission On parle auto, et puis du coup moi je prendrai dans la semaine vos messages, vous prendrez de côté et on vous rappellera le jour J. Mais là pour l'instant, ne parlons pas de la semaine prochaine, on va parler de cette semaine avec des sujets qui alors c'est vaste, pléthore, c'est de large. sujets. C'est large, les 80 km/h, mesure inefficace, point d'interrogation. Ouais. Bon, j'ai un peu la réponse moi. Ouais, on verra un peu que oui. Depuis le départ, on dit que attention, c'était pas forcément une bonne idée. Maintenant, il y a des gens qui ont réussi à le prouver. L'essai de la semaine, ça sera la DS4 e-Tense. J'aime bien DS, moi. Voilà. Alors, est-ce qu'elle arrive à concurrencer les Mercedes Classe A et Audi A3 ? Suspense jusqu'à la fin de la demi-heure. Et puis on va parler aussi des anciennes, parce que ce sont les journées du patrimoine. Ce sont les journées du patrimoine. D'ailleurs, ça vous aura pas échappé que Paris fait la journée sans voiture demain, alors que c'est la semaine de la mobilité, les journées du patrimoine. Ça veut dire déjà que pour Paris, l'automobile n'est pas un patrimoine. Ouais. C'est tout le problème, d'ailleurs. Alors faites attention parce que... Non, je dirais rien. Je dirais rien, moi je parle pas politique, j'aime pas ça. Bref. Dites donc, on y va? On est parti? Oui. Allez, on est parti. Et on va commencer avec tout de suite une question d'auditeur qui nous est arrivée sur la page Facebook, juste après ça. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Cédric nous pose la question suivante. Quelle est la différence entre une huile Norauto et une huile moteur de marque Castrol, Motul, Valvoline? Avec les mêmes normes, peut-on acheter n'importe quelle marque quand elle répond aux normes, même si c'est de la Norauto ou autre marque moins connue comme Manol ou Coma? Alors, on va planter le décor. Mais ça, c'est une bonne question. Mais ça vous concerne aussi, Dame Laurence. J'ai ma vidange à faire. Exactement, voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a ce qu'on appelle les huiles de base qui sont fournies par les pétroliers. Alors que vous achetez une huile Tartampion ou machin chouette, c'est forcément Total ou Esso ou Shell qui fabriquent l'huile de base. À cette huile de base, qui peut être ou minérale ou une huile de synthèse, on ajoute des additifs. Ces additifs, il y a 2 fabricants au monde des additifs. Il y en a un qu'on connaît très bien depuis qu'il y a une usine qui a cramé en France. Ah, du côté de Rouen ? Exactement. C'est Lubrizol. Lubrizol fabrique donc les additifs. C'est-à-dire que les huiliers, parce que vous avez donc les pétroliers, alors évidemment quand Total fait son huile, l'huile de base c'est une huile Total, ils achètent les additifs chez Lubrizol par exemple, ils font leur cocktail, ils font leur mélange et on va dire qu'ils ont une vraie légitimité sur la fabrication de cette huile. Ils fabriquent aussi des huiles pour d'autres gens. Vous pouvez avoir des marques, c'est pas forcément ça, mais Norauto par exemple peut faire appel à un pétrolier pour lui fabriquer ses huiles. C'est pas Norauto qui dans sa cave fait ses mélanges. Alors, on a bien compris que de toute façon la base c'était les pétroliers, les additifs c'est Lubrizol ou son concurrent, donc ça n'est jamais qu'un assemblage de produits qui ne sont pas fabriqués. Un peu comme les vins en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Alors les vins quand même, il y a des propriétaires récoltants, ils vont chercher leurs raisins, ils n'achètent pas. Pour les assemblages, j'entendais. Voilà. C'est ça qui va faire la différence des huiles ? Exactement, c'est ça qui va faire la différence de qualité, la différence de prix des huiles. C'est surtout, ce qui coûte le plus cher dans une huile, c'est pas la base, sont les additifs. Donc il y a des additifs plus ou moins chers. Donc on ne trouvera jamais une huile très bas de gamme, enfin très bon marché, d'une qualité équivalente à une huile très chère. Alors, vous pouvez me dire, il y a parfois des rapports qualité-prix qui sont plus intéressants. Historiquement, si on revient en arrière, c'est Mobil qui a inventé l'huile moderne en 1974. C'est quoi l'huile moderne ? C'est les huiles de synthèse très additivées.
Et Mobil est resté, alors aujourd'hui dans les tests, à chaque fois, ils sont toujours sur le devant. Donc si vous achetez une huile Mobil 1, ça ne va pas faire plaisir aux concurrents, mais vous avez un rapport qualité-prix qui est excellent. Et dans tous les comparatifs, ils ont toujours su garder un petit avantage. Ça ne veut pas dire qu'une huile, dans les marques que vous avez citées, Motul, etc., tout à l'heure, sera moins bonne. Mais eux, ils ont la main sur la fabrication du produit, alors que les autres, en fait, font appel à des sous-traitants et font leur cocktail. Et des fois même demandent, par exemple, je parlais de Lubrizol tout à l'heure, Motul peut demander à Lubrizol de lui faire un cocktail d'additifs qui rajouteront à l'huile de base qu'ils ont achetée à Total, par exemple. D'accord, ok. Voilà, c'est ça en fait, les huiles modernes, c'est ça aujourd'hui. Alors il y a quand même quelque chose qui doit vous donner une indication sur la qualité de l'huile, c'est les normes constructeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque constructeur pratiquement a sa norme d'huile. Chaque voiture devrait avoir presque son huile dédiée, spécifique, parce que les motoristes développent les moteurs en partenariat avec les fabricants d'huile. Donc il y a des moteurs. Ça existe déjà un peu ça. Enfin, quand on achète une voiture, ils nous préconisent telle huile. Oui. Vous avez alors vous avez la norme ACEA. Alors ça, c'est essentiel pour la qualité de l'huile. Et puis vous avez les normes qui sont les normes constructeurs. Quand une huile respecte la norme constructeur, vous savez déjà que c'est une huile de qualité. D'accord. Après, si jamais j'ai une voiture d'occasion, que je fais plus du tout appel à l'huile constructeur, comment je peux savoir, quand je n'ai pas de grosses connaissances, la meilleure huile qui convient? Mais toujours avoir présent à l'esprit que la préconisation du constructeur, c'est la bonne préconisation. Donc si vous préconisez une huile avec un grade, je dis 10W40 par exemple, il faudra mettre de la 10W40. Il faut faire attention aussi dans les générations. Les véhicules anciens n'acceptent pas les huiles modernes. Donc bien vérifier. C'est quoi, c'est une histoire de joint? Non, ça va être. Il y a une histoire de joint, une histoire de viscosité. Voilà, les moteurs anciens ne sont pas forcément adaptés aux huiles modernes, qui sont très détergentes. Les huiles modernes ont tendance à nettoyer beaucoup l'intérieur des moteurs. Donc si vous avez un moteur ancien et que d'un coup vous mettez une huile moderne qui va tout nettoyer, vous allez boucher la crépine de la pompe à huile et donc vous allez boucher le circuit d'huile. On comprend bien que c'est pas fantastique. Quand on dit 10W40 par exemple, le 10 ça correspond à quoi? Le 40 et le W? C'est la viscosité à froid et l'autre c'est la viscosité à chaud. On reviendra sur ça parce que là ça nécessite d'avoir une explication. Et donc à savoir, une huile à 2 balles peut pas être meilleure qu'une huile qui vaut cher. Il n'y a pas de secret, quoi. D'accord. On a fait le tour pour la réponse de Cyril. Voilà. Alors la réponse de Cyril, oui, on peut acheter des huiles. On peut acheter des huiles dans des à condition qu'elles répondent aux normes constructeurs. Et si elles répondent aux normes constructeurs, on peut les mettre dedans. Bon, merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. J'y comprends un petit peu plus de choses. C'est un peu plus fluide. Mais il faudrait. On pourrait passer une heure. Non, mais ça peut valoir le coup de faire une spéciale huile un jour. On pourra faire une spéciale huile. On demandera aux gens de Lubrizol de nous en parler parce que, en fait, moi à chaque fois que j'ai fait des papiers où je parlais de lubrifiant, j'avais un discours qui était différent chez les fabricants d'huile, chez les pétroliers. Ils me disaient tout et son contraire. Donc à un moment, je me suis adressé à ceux qui fabriquaient et là, j'ai eu un discours un peu différent. Et je vous inviterai à ce moment-là au 0826 300 300. Vous qui êtes avec nous, venez poser toutes vos questions sur l'huile. On vous donnera le rendez-vous, mais on va le penser, on va le préparer parce que c'est toujours hyper intéressant. Tout de suite, une pause dans notre rendez-vous et puis dans quelques instants, on va se poser cette question du 80 km/h. Est-ce que c'est une mesure totalement inefficace ou pas? On en parlera avec Alexandra Legendre, qui est responsable du pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs. Un petit peu, ça marche aussi comme ça. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Et un grand bonjour à tous ceux qui sont avec nous sur Sud Radio et sur la page Facebook, comme Stéphane qui nous dit préconisation de vidange par an pour la viscosité. 2 points d'interrogation, l'ami Jean-Luc. Ça dépend si vous faites de la ville, il faut vidanger plus souvent. Si vous faites des longs trajets, une huile durera plus longtemps. Voilà. Parce que c'est le démarrage à froid qui abîme l'huile, comme les moteurs d'ailleurs. Et puis pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup, Stéphane nous rappelle qu'il y a toutes les données dans le cahier technique de la voiture. Allez, place aux 80 km/h dans quelques instants. Efficace, pas efficace? Tiens, on vous attend aussi là-dessus, 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et tout de suite, sans plus attendre, avec vous Jean-Luc, et puis vous également qui êtes avec nous sur la page Sud Radio Facebook, évidemment, puisque vous pouvez nous voir en direct, on va revenir sur ces fameux 80 km/h. Ouais, 349 vies sauvées d'après la sécurité routière. Est-ce une mesure efficace ou inefficace? On parle maintenant. Sud Radio, on parle auto.
et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on va tout de suite accueillir pour en parler de ces 80 km/h Alexandra Legendre, qui est la responsable pôle études et communications de la Ligue des défenses de conducteurs. Jean-Luc. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde. Voilà, alors vous vous êtes penché d'un peu plus près, vous allez nous expliquer comment vous avez fait sur l'analyse de l'efficacité des 80 km/h. Hein. J'ai rappelé le chiffre, 349 vies sauvées d'après la sécurité routière. Bon, d'après vous, le bilan est un peu, alors au mieux mensonger, au pire, on se fout de notre... vous voyez ce que je veux dire, quoi. En effet, dès l'année dernière, la sécurité routière avait publié le bilan de cette opération, de cette expérimentation sur 2 ans. Le bilan d'emblée nous avait semblé extrêmement biaisé, nous, à l'association, parce que déjà, de toute façon, il n'existe pas de carte du réseau routier à 80 km/h. Donc, le bilan tel qu'il était calculé était effectué sur tous les tronçons de route, hors agglomération et hors autoroute. C'est-à-dire y compris les routes à 110, les routes à 90, les routes à 70, enfin tout, absolument. Quoi. Voilà. Ouais. Et par ailleurs, on assiste à une espèce de gloubi-boulga d'analyse sur 3 années précédant la mesure, et puis 20 mois finalement, au lieu de 24 mois pour le 80, puisqu'évidemment il y a eu le confinement après qui a empêché d'aller jusqu'au bout de l'expérimentation véritablement. Et grâce à des formules mathématiques que je vous invite à découvrir tellement elles sont complexes, on est arrivé à ces 349 vies sauvées. D'habitude, lorsqu'on compare une mesure, enfin une année par rapport à une autre, et ben vous avez une formule mathématique très simple. Vous avez un chiffre d'une année, vous le divisez par le chiffre de l'année d'avant, vous enlevez 1, vous multipliez par 100 et vous obtenez un chiffre de progression ou de régression. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les 12 mois qui ont précédé l'instauration du 80 km/h, donc les 6 derniers mois de 2017 et les 6 premiers mois de 2018, on a additionné, et on a additionné ces mêmes chiffres 6 mois après, l'année qui a suivi l'application du 80 km/h, donc 6 mois 2018 plus 6 mois 2019. Vous faites le calcul, on a bien une année par rapport à une autre. On n'est pas allé chercher des formules mathématiques extrêmement compliquées. Et alors ? Ouais. Et vos résultats évidemment sont très différents parce que vous trouvez que la mortalité est restée inchangée dans 8 départements et qu'elle a augmenté, c'est ça quand même qui est terrible, dans 38 départements. Comment on peut arriver à des conclusions qui sont aussi antagonistes? D'un côté, on nous dit on sauve beaucoup de vies et vous nous dites finalement on n'en sauve pas et si ça se trouve on a tué des gens en plus. Ah, c'est dingue. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voulait démontrer aussi, c'était la méthodologie qui est basée sur le fait qu'un accident, il n'arrive qu'à cause du facteur vitesse. Et ce qu'on a voulu démontrer, c'est que ce calcul-là, il était idiot parce que vous avez des gens qui téléphonent au volant, vous avez des gens qui boivent avant de prendre le volant. Oui, et puis vous avez pris des exemples concrets. Ce car qui avait été percuté par un train, en aucun cas, c'est lié au facteur vitesse. Voilà, en fait, la sécurité routière a pris des chiffres de mortalité routière, donc sans essayer d'aller plus loin sur les raisons de l'accident. Et donc vous avez dans des chiffres, les statistiques qui ont été utilisées, eh bien elles incluent ce que vous dites, c'est-à-dire tous les accidents, tous les drames qui ont pu arriver et qui sont pas du tout en lien avec l'instauration de la mesure du 80 km/h. Alexandra, il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est qu'il y a plusieurs associations de défense des automobilistes, et on en connaît une très bien aussi sur Sud Radio. Vous êtes toutes et tous battus pour que ça n'existe pas. Comment ça fait-il que ça s'est quand même passé? C'était sous l'égide de Monsieur Barbe, qui était comment on appelle ça, le délégué interministériel de la sécurité routière. Enfin voilà, comment ça se fait que alors que le bon sens le Premier ministre qui avait poussé, contre l'avis d'Emmanuel Macron, quand même. Oui, mais enfin, Barbe, on l'avait plusieurs fois en interview. Il était persuadé qu'il avait trouvé la bonne solution. C'est dingue, quoi. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi tous? C'était vraiment le projet personnel d'Édouard Philippe. C'était clairement à l'époque. Il en avait fait un combat absolument personnel. Il était convaincu, effectivement, que ces 10 km/h en moins allaient pouvoir sauver des vies. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez, comment pouvez-vous calculer qu'au moment de l'accident, ce sont ces 10 km/h là en moins qui sont la raison intrinsèque de la non-survenance de l'accident, puisque de toute façon l'accident n'est pas arrivé, si vous voulez. Et puis surtout, je vais vous donner un exemple qui est assez ouf. Par exemple, vous êtes tout seul au volant. Et un sanglier croise votre route, pardon. Ah, mais il roule trop vite, le sanglier, on le sait. Voilà. Tous les sangliers roulent trop vite. Faudrait limiter la vitesse des sangliers.
Voilà, déjà, on va commencer par ça. Mais bon, vous sortez de route, vous tapez un arbre et malheureusement, vous n'y survivez pas. Ouais. Il n'existe pas, évidemment, le sanglier pendant ce temps-là, il est parti. Et dans les fichebacks qui sont remplis par les forces de l'ordre sur les lieux des accidents, et évidemment, comment voulez-vous analyser la raison pour laquelle vous êtes sorti de la route, puisque le sanglier, oui, il n'a pas témoigné derrière en disant. Oui. En fait, il n'existe pas dans ces fiches officielles, il n'existe pas de coche. On ne sait pas pourquoi il y a eu un accident. Donc la coche, ce qui va être coché, c'est vitesse. Oui, mais moi, j'allais vous dire, parce que moi je l'ai vécu, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture, il y en a une deuxième qui m'a roulé dessus alors que j'étais à moto. Donc j'étais parti à l'hôpital, j'ai été opéré 2 fois, j'étais parti à l'hôpital, la police a mis, dans les raisons de l'accident, à cocher vitesse. Sauf que moi j'étais pote avec le préfet de police à l'époque, donc il y a eu une enquête un peu plus approfondie. En plus j'avais fait 60 mètres en démarrant du feu rouge, donc en aucun cas j'étais en excès de vitesse, mais ça les arrange, et systématiquement quand ils n'ont pas la vraie raison, en plus là il y a un délit de fuite, il aurait fallu qu'ils fassent une enquête, mais ils ne l'avaient pas fait, ils ont coché la case vitesse. Moi j'ai été témoin, j'ai été victime de ça. Mais quand on a les morts à l'année, on n'a pas le descriptif. On ne sait pas exactement. Non, on ne sait pas, voilà. on sait pas. Mais on nous dit la vitesse, mais bon, alors l'alcool, la somnolence, l'état des routes. Bien sûr. Bien sûr, il y a énormément d'autres facteurs qui sont à mettre en compte. Et puis de toute façon, à partir du moment où vous allez plus vite que ce que votre corps peut encaisser, vous prenez des risques. Nous, on a été conçus à la préhistoire pour aller à la vitesse de la course à pied. On n'a pas, à partir du moment où on monte dans une voiture et on va plus vite, il y a forcément un risque que notre corps n'encaisse pas la vitesse supérieure. Dans ce cas-là, on revient tous à pied dans ce cas-là. Bon, les 80 au mieux, ça n'a rien fait, et au pire, ça a plutôt augmenté la mortalité. C'est tout ce qu'on avait. Enfin, ceux qui roulent ont cette sensation-là, parce que tous les gens là qui font les lois, combien de temps ils passent sur la route dans l'année ? Zéro, la plupart du temps. Ils sont avec un chauffeur, ou alors ils sont dans les trains ou dans des avions. Bon. Et puis il y a autre chose comme scandale. Et on en parlait tous les deux à l'époque de combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut. Il y avait la fameuse chronique des gâchis. Ouais. Le gâchis financier, de changer les panneaux, d'en faire d'autres. Enfin, c'est quand même dingue cette histoire. On n'a pas parlé des départements qui sont repassés à 80. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Ça serait bien de faire une étude là-dessus, Alexandra. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis on en reparlera. Je crois que le dossier n'est pas clos. Merci Alexandra. Merci beaucoup Alexandra Legendre, responsable du pôle études et communications de la Ligue des défenses des conducteurs. Allez, à suivre, on va parler des journées du patrimoine, nous aussi, dans On parle auto sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et oui, vous le savez, ça y est, nous sommes dans le week-end des journées du patrimoine. Et pour ce faire, l'une de vos passions est au micro de On parle auto de Sud Radio, l'ami Jean-Luc. On a Jean-Louis Blanc, qui est le président de la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque, avec nous. Bien évidemment, l'automobile, c'est un patrimoine, plus encore en France, puisque, on va le dire, cocorico, on a inventé l'automobile, même si les Allemands le revendiquent. C'est quand même, la France, c'est la nation de l'automobile. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Bonjour Monsieur Blanc, président de la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Alors qu'est-ce qu'il y a comme manifestation d'organiser ? Alors je crois déjà qu'il y a quelque chose au Palais Royal dans Paris. Le paradoxe, c'est que demain c'est la journée sans voiture, alors que c'est la semaine de la mobilité et les journées du patrimoine. Vous trouvez pas que, je posais la question tout à l'heure, vous trouvez pas que c'est une provocation quand même ? Non, pas du tout. Tout ça est fait en parfait accord avec l'État. Nous sommes partenaires du ministère de la Culture. La Fédération est partenaire du ministère de la Culture. Je ne parle pas du ministère, là je parle de la mairie de Paris, moi. Ah, mais la mairie de Paris est tout à fait... pas tolérante, mais bienveillante. Bienveillante, tout à fait, parce que vous savez, par exemple pour la zone à faible émission que Madame Hidalgo a décidé, il y a une dérogation. Oui, pour les véhicules de collection. Oui, tout à fait. Oui. Comme d'ailleurs comme le Grand Paris, comme la plupart des grandes métropoles. Bon, à côté de cette magnifique œuvre que sont les colonnes de Buren, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais donc on va pouvoir admirer des vraies œuvres d'art pour le coup, parce qu'il y a une expo qui est au Palais Royal de véhicules anciens. C'est ça, sous les fenêtres du ministère de la Culture. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on voit tout ce patrimoine, toute la valeur esthétique, design de ce patrimoine. Et c'est pas du tout
ce ne sont pas que des voitures de luxe. Oui, il y a quoi? Tiens, mettez-nous un peu l'eau à la bouche, Jean-Louis. Écoutez, il faut y aller parce que vous vous rendrez compte à quel point c'est divers. Il y a des véhicules évidemment faits en France pour la plupart, mais il y a des véhicules étrangers, des véhicules modestes et des véhicules de grande valeur. Et tout ça, tout ça est réuni dans le même esprit. L'esprit, c'est de cultiver ce patrimoine, enfin de le faire vivre d'abord. Vous savez, il faut également l'entretenir. C'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de talent. On est en train de relancer des formations justement de spécialistes de l'entretien de mécanique et de tôlerie, de carrosserie. Oui, il y a des métiers qui sont malheureusement en train de se perdre, hein, on est d'accord. Non, justement, on est en train de corriger tout cela avec l'ouverture de centres de formation partout en France. Il y a des débouchés, tout de suite pour ces gens-là. Les emplois des véhicules de collection, aujourd'hui en France, on estime c'est 24 000. C'était 20 000 il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est un secteur qui croît, qui est fait de beaucoup d'artisanat, de beaucoup de petites entreprises un peu partout en France, mais qui tournent bien, quoi, mais qui manquent de personnel qualifié. Donc c'est pour ça qu'on est en train de rattraper le temps perdu. Pour donner envie aux gens donc de peut-être se requalifier dans ces métiers-là, il y a tout un tas d'expos en France, parce qu'on a parlé de Paris là, mais Paris c'est pas la France. Il y en a partout. Et d'ailleurs, on trouve sur votre site, si je peux me permettre, Jean-Louis Blanc, FFVE- enfin voilà, sur le site de la Fédération française des véhicules d'époque, on trouve tout plein de choses qui se passent. Voilà, c'est ça. Et donc c'est fait avec les directions régionales des DRAC, vous savez, du ministère de la Culture. Donc nous avons, je crois, 78 ou 80 sites qui sont en France, un peu partout, avec une association au patrimoine bâti, au patrimoine culturel, et bien ce patrimoine industriel inestimable, quoi. C'est 130 ans d'histoire. Puis tous les métiers sont là autour. Il y a évidemment des ingénieurs, il y a des designers, il y a des entrepreneurs, il y a des financiers, il y a énormément de personnel qualifié. Ça fait vivre des millions de familles. C'est un vrai patrimoine national. J'ai un exemple du côté du Château de Montaigne. C'est l'association Nos Mécaniques d'Antan qui vous propose pendant ces 2 jours. Voilà, vous allez sur le site, c'est vraiment bien fait. Vous avez les points. Ah, merci. Ah, mais non, mais vraiment, bravo. Vous avez les points géographiques. Oui, on voit, il y a une carte de France avec les points où il y a des points géographiques. Où il y a des rendez-vous. Là, il y aura des expositions de voitures d'époque, balades en tracteur, modélisme de train. Enfin voilà, mais partout, c'est vraiment bien chouette. C'est mais pratique. On voit de toute façon quand il y a des expositions ou qu'on se balade en voiture ancienne, il y a une vraie bienveillance. On sent que les gens, voilà, ils sont joyeux. Le fait qu'ils voient rouler ce patrimoine, ça leur fait plaisir. À aucun moment, moi, dans une voiture ancienne, j'ai eu des gens qui me disaient votre voiture, il faut la ranger. On aime bien les voir passer, on s'arrête. J'adore. Alors notre contribution à la qualité de l'air, elle est pas mesurable. Le nombre de véhicules qui roulent est très très faible par rapport. Oui, puis les kilomètres parcourus chaque année, sont très faibles. Donc au total, ce n'est pas mesurable. Donc il faut avoir de la bienveillance pour tout ce patrimoine, parce que il ne détériore en rien la qualité de l'air, et par contre il fait vivre toute une histoire, et c'est une mémoire nationale, c'est une mémoire collective, et c'est aussi une activité aujourd'hui. Vous savez, il y a plus de 6000 événements par an, un peu partout en France, et donc ça fait vivre des centres-villes, ça fait vivre des conséquences, des retombées touristiques, des retombées culturelles, des retombées de toute nature. C'est un patrimoine, c'est comme si on disait Chambord, c'est une passoire énergétique, il faut raser Chambord. C'est ça. Et moi j'avais Versailles en tête, mais on avait la même idée, Jean-Luc. On est d'accord. Bon, monsieur Jean-Louis Blanc, on va devoir vous laisser. On se reverra bientôt. On fera peut-être une émission, on parlera de tous ces nouveaux métiers, ces anciens métiers qu'on remet au goût du jour. Moi j'aimerais bien faire une émission spéciale en direct d'un événement de la Fédération française des véhicules d'époque. On peut peut-être s'organiser. On va faire ça. Jean-Louis Blanc. D'autant que je connais quelqu'un qui a des vieilles autos, donc on pourra toujours les sortir. Ah oui, c'est pas monsieur François Alain par exemple, ou Jean-Luc Moreau aussi. Voilà. Je crois qu'il roule même mieux que celle de... Ouais, ça y est, c'est son meilleur ami, mais il trouve toujours à redire. J'adore. Allez, à suivre, parce qu'on est très très en retard, mais c'est pas grave, parce qu'on a passé déjà un joli moment. On va, grâce à vous, en savoir un peu plus sur votre essai. Il s'agit de la DS4 e-Tense. Et puis on parlera aussi de la voiture et de l'environnement. Savez-vous que les déplacements domicile-établissement scolaire ne sont pas des pratiques très vertes? On en parlera en détail suite à une étude qui a été faite à ce sujet. Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et au milieu de notre rendez-vous que l'on vous propose tous les samedis, vous le savez, on va parler maintenant de l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc, un essai que vous retrouvez également en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio.
Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant avec vous, Jean-Luc, de la DS4 e-Tense. Oui, qui est en concurrencé ni plus ni moins que les Mercedes Classe A Audi A3. Alors c'est une voiture un peu plus volumineuse que les deux allemandes que j'ai citées, la 4,40 m de long, elle est plus large, elle est plus haute. Elle est moins traditionnelle dans son style, hein. Elle a une ligne atypique, on peut dire ça, avec une énorme calandre, des arêtes marquées. Et puis... malgré la batterie, notre version hybride rechargeable a un coffre qui est encore assez logeable, 390 litres, c'est bien. En revanche, il y avait un empattement plus long. Voilà. Et ça sera la même chose sur la 508 qu'on essaiera la semaine prochaine. 2,68 m, on se dit tiens, il va y avoir plein de place à l'arrière. Ben, un petit peu déçu quand même. Ça ne veut pas dire que c'est étroit derrière, mais c'est pas la plus logeable de sa catégorie. Alors, on a aussi un sentiment que j'ai trouvé assez désagréable, un sentiment d'enfermement. C'est lié à la faible hauteur des vitres et même le pare-brise, il n'est pas très haut. Et on a une planche de bord qui est assez massive et on se sent un peu engoncé dans cette voiture. Et d'ailleurs, pour diminuer l'aspect mastoc, les aérateurs latéraux ont été placés sur les contreportes et puis les aérateurs centraux ont été dissimulés derrière une petite barrette en aluminium. Je vous invite à voir la vidéo, vous verrez, c'est assez bien foutu. Alors, un point positif, vraiment, c'est la qualité des matériaux. C'est vrai que déjà, sur les DS, c'était bien. Là, vous avez un petit bandeau en frêne sur les contreportes, des pièces en aluminium, un habillage en cuir intégral qui est vraiment superbe. C'est une version haut de gamme que j'ai essayé qui s'appelle la première. Vous avez un nouveau système multimédia avec un large écran tactile 10 pouces qui fonctionne comme un smartphone, c'est-à-dire que vous faites défiler les pages, vous pouvez en programmer 5 au total. L'ensemble est assez réactif. Vous avez même un petit pavé tactile qui est au milieu entre les sièges qui vous permet aussi de commander cet écran. Alors en revanche, il y a un tout petit tableau de bord avec un écran de 7 pouces. 7 pouces, c'est vraiment, on va dire, c'est pratiquement 2 fois plus petit que les affichages habituels. Pourquoi ? Parce que vous avez un grand écran qui s'affiche dans le pare-brise. Vous avez un affichage tête haute qui correspond à, je crois que c'est du 24 pouces, donc ça fait un grand truc. La seule chose, c'est que si vous avez des lunettes comme moi de soleil qui sont polarisantes, on ne voit plus ce qui est projeté dans le pare-brise et on ne voit pas bien la vitesse, donc on risque de se faire flasher au retour des vacances. Voilà, sous le capot, groupe hybride rechargeable qui est déjà installé sur les DS7 et DS9. On connaît 4 cylindres, 180 chevaux, plus un moteur électrique de 110 chevaux et une batterie de 12,4 kWh. Ça permet de rouler entre 40, alors ça je vous donne le vrai chiffre, entre 40 et 50 km. L'homologation dit 55 km, c'est un petit peu optimiste. Mais la première qualité de cette DS4, c'est là qu'on l'attendait, c'est le confort. Parce que vous avez sur le réglage confort une suspension à amortissement piloté qui lie la route avec une caméra. C'est-à-dire que vous avez en fait, en gros, un ordinateur qui détecte s'il y a des bosses, des trous et qui adapte la suspension. Donc vous avez cet effet tapis volant qui était un petit peu atténué sur la version que j'ai essayée parce que je vous ai dit c'est la première, donc super équipée. Elle avait des grosses roues de 20 pouces. J'aime pas les grosses roues. Pourquoi ? Parce que on perd un peu de ce côté tapis volant avec ces grosses roues. Et puis il y a des remontées de bruit dans l'habitacle qui sont dues aux roues. Alors DS a dit qu'ils allaient travailler sur ça parce que la voiture ne sortira qu'à la fin de l'année. Donc ils vont a priori retravailler sur l'insonorisation des bruits de roulement. C'est un petit peu dommage parce qu'on perd en confort. Sinon, c'est une voiture qui est quand même assez lourde, 1650 kg dans cette version hybride rechargeable, mais 225 chevaux, 360 Nm de couple. Donc franchement, ça marche super bien. Je pourrais pas vous dire combien ça consomme parce que figurez-vous que ça m'était pas arrivé depuis 20 ans. Je suis tombé en panne avec cette voiture, voilà. Donc, mais comment ça Une voiture d'essai ? Ouais, je pouvais plus m'arrêter. Alors vous allez me dire comment ça vous pouvez... oui, je pouvais pas ni remettre la boîte sur neutre ou sur parc. Il n'y a que des boîtes automatiques qui seront proposées sur la DS4, donc elle ne voulait plus repasser en neutre ou en parc, donc j'étais obligatoirement sur une vitesse. Je pouvais plus couper le moteur. Le tableau de bord clignotait, donc je ne pouvais pas mettre le frein à main, donc je ne pouvais pas descendre de la voiture parce qu'elle a continué à avancer toute seule en fait. Mais on sait à quoi c'est dû ? Vous avez eu des nouvelles depuis ? Comment vous avez fait ? Vous n'êtes pas. On est venu vous chercher en. Heureusement, je venais de terminer de filmer. Et je suis rentré donc à la fin des essais, et puis on a calé la voiture avec une marche pour éviter qu'elle avance, et j'ai pu descendre de la voiture. C'est vrai. Et du coup, vous n'avez pas eu d'explication après ? Non, j'ai pas eu, mais il va falloir qu'ils retravaillent sur ça. Il y avait la commande vocale qui marchait pas, le GPS était dans les choux complètement, et puis je suis tombé en panne avec la voiture. Donc quand on entend concurrencer les berlines allemandes, on s'assure déjà de la fiabilité du modèle. Et quand on vous dit que sur Sud Radio on parle vrai, on parle vrai. Voilà. Alors, en plus ça vaut 51 500
500 € dans cette finition. Donc, quand on met ce prix-là dans une voiture, on a envie d'avoir un truc fiable. Donc, il va falloir qu'il retravaille. Il y a des points très positifs, le confort, la finition. Sur le reste, il y a encore un petit peu de boulot. Bon, en tout cas, voilà, on a fait cet essai DS4 e-Tense. Oula, ils ont pris cher là. Vous avez l'essai sur la page YouTube de Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va tout de suite parler d'une étude qui a été faite, Jean-Luc, sur les déplacements domicile-établissement scolaire. Et a priori, ce sont des pratiques qui ne sont pas super vertes. On accueille Bertrand Dumas, qui est chef du projet du programme Mobi. Bonjour. Bonjour. Alors, le programme Mobi, déjà, qu'est-ce que donc ? Alors, le programme Mobi, c'est un programme qui vise à mettre en place dans les établissements scolaires sur tout le territoire français, écoles élémentaires, collèges et lycées, qui visent à mettre en place des plans de déplacement établissements scolaires, c'est-à-dire, tout va bien. C'est-à-dire à la fois un diagnostic de l'accessibilité et de la mobilité, un plan d'action et un volet pédagogique auprès des élèves. Donc c'est ce qu'on appelle traditionnellement un plan de déplacement établissement scolaire. D'accord, alors là vous avez fait un constat qui moi me fait un peu froid dans le dos. Oui, moi aussi. C'est que alors la voiture individuelle reste privilégiée pour emmener les enfants à l'école, c'est 31%. Bon, jusque-là on peut se dire ça va être logique, mais ce qui coince un peu, c'est qu'on se rend compte que les élèves, 39% des élèves habitent à moins de 2 km et que malgré ça on continue à utiliser les voitures. Et 64% à moins de 5 km, mais 2 km c'est quand même pas très loin. On peut peut-être envisager d'autres moyens. Quand votre enfant a 4 ans, c'est compliqué, 2 km. Voilà, en fait, il faut tout mettre dans la balance. Oui, alors vous avez raison. Effectivement, pour l'instant, ce qu'on constate dans le sondage qu'on a mis en œuvre donc à EcoCO2. Donc peut-être rapidement pour vous dire un peu qui on est. EcoCO2 est une entreprise qui a été créée en 2009, dont le métier consiste à accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers sur les questions de transition énergétique. Et entre autres, on a pour ce faire des programmes qui sont pour certains des programmes qui sont des certificats d'économie d'énergie, ce qui permet d'avoir un financement sur l'ensemble du dispositif qu'on met à disposition des collectivités. En l'occurrence, sur Mobi, on prend en charge 75% du coût du plan de déplacement qui se déroule sur 2 ans. Et donc pour alimenter ce programme, on réalise depuis 2 ans un sondage avec l'IFOP. Donc c'est la 2e année, un sondage sur les mobilités scolaires auprès de 1000 familles qui ont au moins un enfant scolarisé. Enfin bon, voilà, avec toutes les prérogatives, enfin les critères que l'IFOP met en œuvre, et on commence à voir des tendances. Alors comme vous l'avez dit, la voiture reste le moyen dominant pour aller à l'école. C'était 30% l'année dernière, c'est 31%. Donc on voit que c'est relativement stable. Par contre, si on regarde les transports en commun au global, c'est-à-dire que si on mélange à la fois les transports scolaires et les transports communs classiques, là on est plutôt autour de 35%. Donc j'essaye un petit peu de contraster un petit peu ce que vous avez dit sur l'usage de la voiture. Et si on regarde la marche, on voit qu'entre 2020 et 2021, elle a gagné 3 points. Aujourd'hui, la marche talonne pratiquement la voiture pour aller. Oui, tout à fait. On est à 26%. Alors, on a 26 millions, on ne l'a pas dit parce que c'est énorme, 26 millions de trajets réalisés chaque jour en période scolaire. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'Éducation nationale qui nous dit ça. C'est très simple, c'est à peu près 13 millions d'élèves. Et en gros, on fait un aller-retour forcément. Alors moi, je vais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent et qui font 2 km pour emmener les enfants à l'école. Sachez que vous êtes en train de détruire votre voiture quand vous faites 2 km juste pour emmener les enfants à l'école. Parce que non seulement elle va polluer beaucoup parce qu'elle est froide, mais en plus, à chaque fois que vous démarrez, le moteur, il prend une claque dans le museau. Les systèmes de dépollution vont s'encrasser. Donc c'est juste catastrophique. D'autant plus si vous avez un diesel, c'est catastrophique. Je peux ne pas être d'accord avec vous, l'ami Jean-Luc, parce que nous qui habitons dans des zones un peu, des métropoles ou des grandes villes où on peut effectivement peut-être y aller à pied ou aller après à son travail en transport en commun. Mais si vous faites 2 km. Non, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui habite dans un joli petit village. L'école est dans le village d'à côté à 2 km. Et après, elle va directement à son travail. Attention, c'est important là. Oui, mais ça rentre dans le calcul puisque c'est ça rentre quand même domicile, école. On est d'accord. Donc, en fait, Si vous continuez le trajet après, il n'y a pas de problème. C'est juste si vous faites 2 km, rien que pour ça.
ça. Tout à fait. Alors, je pense que vous avez une vision très juste des réalités des déplacements. Hein. Voilà, mais je vais essayer de donner quelques chiffres. Il nous reste une petite minute. Une petite minute, mais effectivement, en milieu rural, les situations sont très différentes, les distances sont beaucoup plus longues, mais pour autant, on a aussi d'autres solutions, du covoiturage par exemple. Ça, c'est une première chose. Et puis après, vous avez parlé d'un trajet chaîné. Effectivement, le trajet pour aller à l'école, c'est souvent un trajet qui est compris dans un autre trajet. Or, dans notre sondage, on montre quand même que pour une grande partie, 30% de ces trajets sont des trajets isolés. C'est-à-dire qu'on retourne chez soi ensuite. Alors, sur ces 30%, certains sont en voiture, certains sont à pied, etc. Mais tout ça pourquoi ? Parce que la condition pour que des parents retournent à l'école à pied, ou en vélo, ou dans d'autres moyens, dans d'autres modes actifs, la condition de réussite, c'est la sécurité. Si les conditions de sécurité sont réunies, les parents seront beaucoup plus enclins à utiliser des modes actifs. Et là, il y a un vrai paradoxe avec l'usage de la voiture. C'est que quand on interroge les parents et qu'on leur demande pourquoi ils ne vont pas à l'école à pied avec leurs enfants, c'est parce que c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'il y a des voitures. Et donc, comment vous y alliez ? Vous y allez en voiture. Le serpent qui se mord la queue, voilà. Exactement ça. Donc, le principe de Mobi, avec EcoCO2, c'est de rompre ce cercle un peu. Du coup, voilà, dès qu'on peut le faire, effectivement, mais je vais aussi, moi, être dans une autre réalité. Et printemps, été, début d'automne, c'est fonctionne, on peut y aller à pied. Quand vous commencez à attaquer la pluie, le gel, la neige, enfin, il y a un moment, il faut se mettre dans la réalité. Et n'oubliez pas, pour conclure, et malheureusement, on va devoir vous quitter, c'est que on est toujours en retard le matin pour emmener nos enfants à l'école. Et donc ça, c'est une autre réalité qui fait qu'on se dit, on prend plutôt la voiture. Un peu comme nous, on est toujours en retard. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand Dumas. On va être obligé, malheureusement, vous savez, à Sud Radio, on a des obligations horaires. On aura l'occasion de vous réinviter, par contre, parce que les études sont hyper intéressantes aussi pour en savoir un peu plus, l'ami Jean-Luc. Bertrand Dumas, qui était chef du projet Mobi, et donc qui nous explique effectivement, si nous étions des jolis parents bien intentionnés pour la planète, on essaierait plus d'aller ramener nos enfants à l'école quand c'est possible à pied. Allez, dans quelques instants, on va parler de pneus. Et quelle auto choisir avec vous au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et on termine notre rendez-vous avec celui que vous aimez bien, 0826 300 300, si vous voulez rencontrer l'ami Jean-Luc et avoir ses bons conseils en direct. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Écoute. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ma petite question est la suivante. Ma fille fait des études depuis très peu de temps à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine, pour quelques années. Donc je suis à la recherche d'un véhicule d'occasion, type plutôt essence, et donc citadine. C'est une jeune conductrice, donc je pensais à Kia Picanto en 84 chevaux, une Suzuki Swift 3.4, une Volkswagen Up, éventuellement une Toyota Yaris, et cerise sur le gâteau, si ça existait en boîte auto fiable, ça serait D'accord. parfait. Alors, on va commencer par éliminer la Volkswagen Up. Pourquoi on élimine la Up ? Parce que, si vous voulez, la boîte automatique, c'est juste une misère, la boîte automatique. C'est une boîte robotisée, simple embrayage, et franchement, je crois que c'est une des plus mauvaises du marché. Parlons donc, vrai. Voilà, allez, hop, au revoir la Up. Ensuite, la Kia Picanto, elle est très bien, la Kia Picanto. Elle est ultra fiable. Ouais. En plus, vous avez déjà fait le bon choix. La 84 chevaux, c'est plus polyvalent. C'est un véhicule qui a une garantie de 7 ans, comme vous le savez. Donc, comme la Picanto 3 est sortie en 2017, vous allez acheter un véhicule qui va, dans tous les cas de figure, avoir encore une garantie. Donc, c'est de la sécurité. Bon, en plus, elle est jolie. Je pense qu'elle plaira. Si elle plaît à votre fille, c'est un bon choix, la Kia Picanto. Cela dit, la Suzuki Swift, c'est aussi un choix qui est... Alors, c'est une voiture un tout petit peu plus grande, un peu plus habitable. Elle est aussi plus péchue. Faites pas rouler votre fille avec, parce que la version... Alors, si on parle de la... Parce qu'il y a deux modèles sur lesquels vous pouvez hésiter. Ça va être une question de budget. C'est la Swift 3 ou la Swift 4. Évidemment, la Swift 4, elle est mieux. Elles sont très fiables les deux, mais la Swift 4, elle a, avec la boîte automatique, le moteur booster jet 100 chevaux, et c'est presque une GTI, donc je sais pas où vous en êtes, mais alors sur l'autre modèle, sur la génération précédente, c'est le 1,2 litre VVT qui fait 94 chevaux, ça marche bien aussi, mais c'est moins tonique que la Swift 4. Si vous voulez piquer un peu la voiture de votre fille de temps en temps, prenez la Swift 4. La Swift 4. En termes de budget ? En termes de budget, alors c'est de l'occasion, hein, tout dépend de la date de sortie, mais une Swift, ça va être un tout petit peu plus cher qu'une Picanto. Mais Laurent, vous avez quoi comme budget ? Vous avez quoi comme budget, ouais.
pas 11 000, 12 000. Oh, ça va. Bah, privilégiez, je dis de toute façon, la Picanto ou la Swift. Celle qui va être près de chez vous, mais c'est deux voitures très bien, très fiables, qui sont sexy. Bon, la Swift est un peu plus sexy. Même. Comment elle s'appelle votre fille, Laurent? Laura. Laura, en fait c'est Laura qui va choisir parce qu'entre les deux tout va bien. C'est celle qui lui plaira, voilà. Ouais. Donc l'une ou l'autre, c'est vraiment deux super autos. Alors, dans son école, elle m'a dit que tout le monde avait des Clio, des 208. Oui, elle va être différente. différente. Voilà. Elle ne rentre pas dans les formats. Elle a bien Exactement. raison. Eh ben c'est cool. Non mais la Suzuki Swift, moi j'ai une amie qui en a une, c'est un petit bien, bonheur. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est un petit bonheur cette voiture. Et la Swift 3 en boîte auto, conclure. c'est bien aussi. La Swift 3 en boîte auto, je vous ai dit, la différence c'est que c'est un peu moins péchu que... déjà c'est une boîte 4 rapports, alors c'est une boîte 6 rapports sur la dernière Swift, et puis le moteur, c'est un moteur turbo sur la dernière qui a vraiment de la pêche. Il consomme moins en plus. Bon, si vous avez les sous, c'est mieux, hein, mais alors là c'est sûr qu'elle va vous adorer, votre fille. Ben voilà Laurent. Et puis si elle n'en veut pas de la voiture, vous me l'envoyez, moi j'aime bien cette voiture-là. Bon Laurent, on va vous donner l'adresse personnelle de l'ami Jean-Luc. On vous embrasse fort, et puis bonne recherche de voiture pour votre fille. C'est toujours un moment, moi j'ai adoré quand j'ai cherché la voiture pour mon fiston, j'ai adoré ce moment-là. C'est comme si on leur donnait l'occasion de vraiment s'envoler. Bref, moi j'adore la voiture, c'est la liberté. Bisous l'ami Jean-Luc. On se voit la semaine prochaine avec la directrice générale de Peugeot, qui sera avec nous pendant toute l'heure. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la page Facebook de Sud Radio auprès de l'émission On parle auto qui est en cours actuellement. Je prendrai les messages et on essaiera de vous avoir si vous voulez poser toutes vos questions ou vous inscrire dès maintenant au 0826 300 300. Bon week-end. Bon week-end.